Donc, en 1956, on pouvait lire sur le journal La Patrie. L'île d'Orléans est l'un des coins les plus charmants et les mieux conservés du Québec et qui attire de plus en plus les visiteurs épris de pittoresques et de souvenirs historiques. En 1977, il y a le maire de Sainte-Pétronie qui a commencé à exprimer des préoccupations par rapport à la qualité de l'eau potable à l'île d'Orléans. Donc, il disait il est facile de dire que dans le passé, il n'y a pas eu de problème, mais un fait est certain, là où la population augmente, la pollution en fait de même inévitablement. En 1985, le ton se fait un petit peu plus urgent. Donc, dans le journal Le Beaulieu, on lisait si nous ne voulons pas que dans un avenir proche, nous ne puissions plus boire de l'eau de nos puits, c'est maintenant qu'il faut réagir. Malgré cette bonne volonté-là, 10 ans plus tard, en page couverture du Soleil, on pouvait lire à l'île d'Orléans, 78 des puits sont contaminés par des coliformes et menacent la santé des gens. Donc, c'est une chronologie quand même inquiétante qui n'a pas été énormément médiatisée, d'où notre intérêt pour le sujet dans le cadre de notre essai laboratoire qu'on a intitulé L'île d'Orléans, un casse-tête souterrain, sur lequel Pascal Chagnon, Marianne Donlavé, Léa Lemay-Ducharme et moi-même, Florence Wagner, avons travaillé sous la direction de Roxane Lavoie. La présentation va aller comme suit. Donc, on va commencer par une brève mise en contexte. On va poursuivre avec la problématique. Ensuite, on va enchaîner avec la méthodologie et les résultats. On va continuer avec les recommandations, puis on va finir avec une brève conclusion. Donc, brièvement, l'île d'Orléans, c'est un territoire insulaire au large de Québec. C'est composé de 6 municipalités qui sont toutes regroupées sous une même MRC, la MRC de l'île d'Orléans, qui est elle-même comprise dans la CM Québec, donc la communauté métropolitaine de Québec. C'est 7 000 habitants qui habitent sur l'île, qui sont tous approvisionnés en eau potable à partir des eaux souterraines, d'où l'importance vraiment de venir protéger cette ressource-là. Mais avant d'aller plus loin, on peut se demander c'est quoi l'eau souterraine? Donc, si on se fie au schéma, on voit que l'eau des précipitations, une fois qu'elle atterrit au sol, elle va suivre deux chemins. Donc, soit elle va ruisseler puis atteindre un cours d'eau, ou sinon, elle va s'infiltrer, ça c'est la partie qui nous intéresse, puis elle va aller rejoindre un aquifère qui, ensuite, l'eau va rester là quelques dizaines d'années jusqu'à ce qu'elle rejoigne à son tour là, un plan d'eau un peu plus loin. Donc, son écoulement naturel là, sous terre peut être influencé par des installations comme des puits là, qui vont venir la prendre sous terre et l'amener à la surface. La problématique des eaux souterraines est quand même connue depuis quelques décennies. Au début, c'est discuté vraiment plus de façon informelle dans les journaux. Puis ensuite, il y a des études qui sont intéressées à la question ponctuellement, là, surtout sur le volet qualité. C'est pour ça qu'en 1989, il y a eu une étude qui a recensé des dépassements de la norme microbiologique dans l'eau de certains puits. Ça veut dire qu'on y retrouvait des micro-organismes qui étaient dommageables pour la santé des gens qui la consommaient. En 1995, l'origine d'une éclosion d'hépatite A a été retracée à l'eau souterraine des gens qui la consommaient à l'île d'Orléans. Voilà. En 1999, il y a des chercheurs qui ont trouvé des émissions de nitrates en quantité quand même préoccupante et de pesticides, pardon. Puis ils ont fait le lien de ces causes-là aux activités agricoles. Ensuite, en 2013, il y a une nouvelle étude qui est venue réitérer là, des dépassements des normes sur les bactéries coliformes. Puis, la même année, il y a également eu la publication du PASSES CMQ, qui est le programme d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines sur le territoire de la CMQ. Donc, si on passe au volet de la quantité, il y a des problèmes d'approvisionnement qui ont été rapportés par des citoyens de l'île d'Orléans dès la fin des années 50. Donc, c'est pour ça qu'en 1977, il y a une étude qui s'est intéressée à la question, puis a, a statué du fait que ce serait impossible de construire un réseau d'aqueducs sur le territoire de l'île d'Orléans qui desservirait l'ensemble du territoire, voire même une seule municipalité, en raison de la nature des aquifères puis de la structure des aquifères qui ne permettrait pas euh, de donner assez d'eau finalement là, pour l'ensemble des activités. Plus récemment, en 2010, il y a eu des articles de presse qui ont recensé des étés chauds et secs qui ont occasionné des manques d'eau pour la population. Puis, il y a également certains agriculteurs qui ont ressenti ces manques-là, puis qui ont dû faire livrer de l'eau là, pour assurer la pérennité de leur culture. Donc, on constate qu'il y a effectivement bel et bien des problèmes à l'île d'Orléans. Et pourtant, en 2002, il y a eu toute la création des organismes de bassin versant, donc des OBV, qui sont chargés d'orchestrer la gestion de l'eau sur le territoire de l'île. Puis, durant cette découpe-là, en fait, l'île d'Orléans a été délaissée. Donc, elle s'est retrouvée sous la tutelle d'aucun OBV.
ce qui l'a privé d'une structure de gouvernance puis d'un financement qui aurait été vraiment bénéfique là, pour venir comprendre la situation puis agir en conséquence. Donc tout ça, ça nous a mené à formuler un objectif général dans le cadre de notre recherche, donc qui est de concevoir une démarche supportant une gestion intégrée et durable de l'eau souterraine de l'île d'Orléans. Donc, on a également dressé la liste d'objectifs spécifiques et de moyens pour y parvenir. Pour commencer, on a brossé un portrait là, du contexte de l'eau souterraine à l'île d'Orléans. Pour ce faire, on a opté pour une analyse documentaire puis une revue de presse que je vous ai déjà présentée brièvement au courant de la problématique. Ensuite, on a tenté d'identifier là, les enjeux hydrogéologiques à l'île d'Orléans. Puis, on y est allé avec une analyse spatiale puis un exercice de cartographie. Ensuite, on a tenté de creuser un peu les perceptions des acteurs par rapport à la ressource en eau à l'île d'Orléans. Puis, pour ça, on a diffusé un sondage en novembre dernier. Là, il y avait 3 versions du sondage selon le statut du répondant. Donc, on avait soit citoyen, agriculteur ou travailleur d'un autre domaine. Donc, on a reçu un peu plus de 180 réponses là, à ce sondage-là. Puis ensuite, on a cherché davantage là, la question des perceptions, puis on a tenu des entretiens semi-dirigés avec certains des répondants qui s'étaient montrés intéressés, puis également des acteurs organisationnels qui sont touchés de près ou de loin par la gestion de l'eau à l'île. Pardon. Donc, ensuite, on a tenté d'élaborer une vision commune des enjeux relatifs à l'eau souterraine à l'île d'Orléans avec ces acteurs-là, donc les acteurs organisationnels. Puis, pour ce faire, on a organisé là, un atelier de concertation où on essayait vraiment d'initier une discussion ou une réflexion là, sur la question de la gestion intégrée de l'eau à l'île. Puis, on essayait également là, de préparer le terrain pour une prise en charge par le milieu éventuellement. Donc, tout ça, ça l'a mené à la formulation de recommandations pour une gestion intégrée et durable de l'eau à l'île d'Orléans. Puis, ces recommandations-là, finalement, vont être retrouvées dans le rapport final qu'on va envoyer aux acteurs qui ont participé à la table de concertation. Puis, ils vous sont présentés en primeur aujourd'hui dans le contexte de la plénière. Donc, avant de vous dévoiler nos recommandations, en fait, on va essayer de mieux comprendre ensemble la situation de l'eau à l'île d'Orléans. Pour ce faire, on va y aller un peu avec l'analyse spatiale et la cartographie. Donc, ici, on voit la carte de l'utilisation du sol qui nous permet euh, de trouver finalement les activités qui viennent exercer une pression sur l'eau, la ressource en eau. Donc, on voit vraiment que ça se fait, l'utilisation du sol se fait de façon concentrique. Donc, on va retrouver au centre là, les milieux boisés et les milieux humides. Ensuite, en jaune, on voit la zone agricole, donc les activités agricoles. Puis, en périphérie, ça va être plus les autres activités anthropiques comme les commerces puis les résidences. Donc, c'est justement à cause de ça qu'on va retrouver la majorité des puits en périphérie. On continue ici avec la carte de l'indice drastique qui vient montrer plutôt la vulnérabilité de l'eau à la contamination de l'eau souterraine. On voit que généralement, cette vulnérabilité-là va être moyenne sur l'île. Ça veut dire que dans l'éventualité où il va y avoir des polluants qui vont être émis, bien, peu importe où ils vont être relâchés, en fait, ils vont s'infiltrer puis aller contaminer l'eau souterraine. On continue ici avec la carte du sens de l'écoulement de l'eau. Donc, les flèches nous indiquent en fait que c'est fait de façon radiale. Donc, l'eau va s'écouler du centre vers la périphérie. Ça, c'est dû à cause de la topographie de l'île qui est faite comme un dôme. Puis, ça veut dire que les polluants qui sont émis au centre vont s'écouler, vont s'infiltrer. Puis, tout le long de leur trajet sous terre, bien, ils vont contaminer les eaux souterraines à ce moment-là. Puis, il faut garder en tête aussi que la périphérie, en fait, les polluants qui sont émis en périphérie vont également polluer la dite périphérie. Donc, si on combine les données des 3 cartes qu'on vient de voir, on peut supposer que les activités agricoles qui étaient au centre de l'île peuvent contaminer l'eau souterraine jusqu'à la périphérie de l'île, là où sont situés les citoyens. Également, il y aurait les activités anthropiques qui sont faites en bordure, comme par exemple les fosses septiques non conformes qui pourraient potentiellement également là, être en cause. Ça, c'est une hypothèse qui est appuyée en fait par une étude qui a recensé là, des dépassements, pas des dépassements, mais en fait, il va y avoir une concentration en nitrate qui va être supérieure à la concentration qu'on retrouve naturellement dans les eaux souterraines. Donc, ça vient un peu appuyer cette idée-là d'une contamination anthropique. Pour continuer avec le volet de la quantité, ici, on a la carte de la recharge qui vient identifier les zones de recharge de la nappe phréatique.
Généralement, on va remarquer qu'elle est quand même assez bonne, donc elle va être suffisante pour, subvenir aux besoins, en eau pour l'ensemble des activités réalisées, à l'île d'Orléans. Donc dans le cas où il y aurait des manques d'eau, ce serait plutôt on peut supposer que ce serait plutôt un problème d'exploitabilité de l'eau en raison d'un sol qui ne va pas nécessairement permettre de la pomper au débit souhaité. Donc, maintenant qu'on a vu la situation du lieu, je vais laisser Léa explorer un peu avec vous, là, la perception des gens par rapport à la problématique. Je vais prendre ça. OK. OK, vous m'entendez bien? Non? Vous m'entendez pas dans le micro? Oui. Ah, OK, bon. Bien, merci Florence. Donc, nous allons poursuivre maintenant avec les principaux constats concernant les perceptions des acteurs. Donc, ça provient en fait de la réalisation de notre sondage et des entrevues semi-dirigées. Donc, tout d'abord, concernant les perceptions des acteurs, on a pu percevoir, dans le fond, dans nos répondants, qu'il y avait un fort niveau de préoccupation provenant des citoyens. En effet, lors de notre sondage, c'est 80 là, des répondants qui indiquaient être préoccupés là, en fait, par l'eau souterraine, donc soit la quantité et la qualité. De plus, il y a des répondants qui connaissaient aussi des problèmes d'approvisionnement. Plus particulièrement, c'est 1 personne sur 5 de nos répondants qui ont connu des problèmes d'approvisionnement en eau, qui ont déjà manqué d'eau. Puis ça, ce phénomène-là, en fait, c'est 29 de nos répondants qui connaissent ce problème-là annuellement et ce n'est pas uniquement dans des périodes de sécheresse, donc en été. Donc, à ce moment-là, on sait qu'il y a des préoccupations. Par contre, il semble y avoir un manque de sensibilisation concernant la responsabilité au puits. En effet, c'est 60 de nos répondants qui ne réalisent pas actuellement de tests d'analyse de qualité d'eau. Donc, le MELCC, le ministère de l'Environnement, recommande en fait que ce soit fait 2 fois par année, puis actuellement, 60 n'en feraient aucune. Donc, malgré un peu cette idée pessimiste de la situation, il y a quand même des actions individuelles et locales qui sont prises pour améliorer la situation. Entre autres, dans le secteur agricole, il y a des recherches qui sont faites pour trouver des techniques pour optimiser l'utilisation de leur eau, par exemple par l'utilisation d'irrigation goutte à goutte pour utiliser moins d'eau dans leur culture. Malgré tout, il y a une volonté d'avoir davantage d'actions prises dans le milieu provincial et régional. En effet, ce qui a été soulevé, c'est qu'il y avait un grand manque de communication entre les acteurs, donc c'était difficile là, de définir les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, actuellement, la responsabilité de l'eau souterraine est attribuée à personne officiellement. Elle incombe à la MRC. Par contre, elle n'est pas reconnue comme telle. Donc, pour poursuivre, suite à notre sondage et à nos entrevues semi-dirigées, on a rencontré les acteurs organisationnels touchant de près ou de loin l'eau souterraine pour avoir leur vision en fait de la chose. Puis, c'est notre atelier de concertation regroupé sous 4 thèmes. Donc, notre premier thème, observation, données et projets. Il y a une volonté d'amélioration des pratiques agricoles puis de la mise en conformité à la réglementation. Par contre, la manque d'information, désolé, rend la chose vraiment plus complexe. De plus, la croissance de l'industrie agroalimentaire qui demande une forte consommation en eau crée une inquiétude par rapport à la capacité, en fait, des réseaux souterrains de l'île d'Orléans. Puis, il était d'accord qu'il y avait une limitation dans les informations concernant l'eau souterraine à l'île d'Orléans provenant des acteurs rencontrés. Par contre, ils étaient tous d'accord qu'elles étaient suffisantes pour mettre en place un plan de protection. Donc, le thème 2, actions potentielles, ressources et obstacles. Tout d'abord, il était primordial qu'il y ait de la recherche d'informations pour alimenter la discussion. C'était un point important. De plus, le financement est une pierre angulaire aussi là, pour la mise en bien d'un projet. Par contre, le financement est aussi l'un des principaux obstacles pour les acteurs du milieu, avec, entre autres, le manque de ressources, le manque de coordination entre les acteurs, puis la réglementation qui est complexe, par exemple pour les agriculteurs, mais qui parfois est insuffisante, par exemple, pour les puits individuels. Pour poursuivre avec le troisième thème, soit opportunité de collaboration et de communication, lors de notre atelier de concertation, il y a eu une suggestion d'un projet pilote, en fait, avec la révision du plan métropolitain d'aménagement avec l'île d'Orléans. De plus, la création d'un espace d'échange sur les eaux souterraines comme une table de concertation régionale permettrait de favoriser la mise en commun de données. Puis, les acteurs étaient en accord que c'était le bon moment, en fait, de se mettre en action
surtout que l'île d'Orléans est en train de finaliser son plan régional des milieux humides et hydriques et qu'il y a une modernisation, en fait, de la loi sur la qualité de l'environnement au provincial. Tous ces beaux projets-là ne peuvent pas se réaliser sans les outils de planification territoriaux. Vous en voyez quelques-uns à l'écran. Donc, ceux-ci touchent les milieux humides, les plans agricoles et la gestion de l'eau. Donc, dans le fond, nos recherches, un petit retour de notre objectif, dans le fond, est de concevoir une démarche supportant une gestion intégrée et durable de l'eau souterraine à l'île d'Orléans. Ça s'est transcrit en fait par un portrait des enjeux hydrogéologiques, la recension des perceptions et une élaboration en fait d'une vision commune. Puis avec toutes ces informations-là, on a formulé des recommandations. Du nombre de 18, on vous présente aujourd'hui les principales, sinon on manquerait de temps. Donc, on les a séparées par thème, puis chaque thème représente des problèmes qui ont été soulevés là, lors de nos recherches. Si vous souhaitez davantage d'informations, notre rapport va être disponible dès la mi-mai à partir de la bibliothèque de l'Université Laval. Donc, notre premier thème est l'acquisition de connaissances. Notre première recommandation concernant ceci, c'est la création d'une base de données. Puis ça, dans le fond, la base de données permettrait de regrouper toutes les informations touchant l'eau souterraine, puis elle serait partagée sur demande et gérée par la MRC. Durant nos recherches, il y a eu un point qui a été soulevé, soit qu'on ne savait pas exactement il y avait combien de bassins d'irrigation à l'île d'Orléans et qu'il y avait peu de suivi de puits. Donc, à ce moment-là, on souhaite intégrer au schéma d'aménagement de la MRC un programme de suivi des puits, des fosses septiques et des bassins d'irrigation qui permettraient d'alimenter la base de données, justement, pour l'eau souterraine. De plus, on propose la mise en place d'un partenariat avec l'Université Laval, à l'image d'Arimo, qui est un projet là, de l'UQAC et des acteurs régionaux de l'aménagement sur les eaux souterraines. Entre autres, ça regrouperait la MRC de l'île d'Orléans et l'Université Laval pour tourner autour des objectifs comme ceux d'Arimo, soit d'accompagner et interagir avec les intervenants du milieu, de la recherche appliquée sur les eaux souterraines, puis travailler avec les données du PACES qui, pour l'île d'Orléans, a été réalisée avec l'Université Laval. Pour notre second thème, soit l'aménagement et la gestion du territoire, on souhaiterait qu'il y ait une mise en place d'une table de concertation. Celle-ci offrirait une vision régionale sur la gestion et la situation de l'eau souterraine. Elle serait chapeautée par la MRC et inclurait les acteurs de l'île et les professionnels du milieu de l'eau souterraine. Puis elle pourrait être en fait intégrée à une organisation existante comme un organisme de bassin versant ou elle pourrait être seule en fait. Donc, les informations et les enjeux trouvés par la table de concertation seraient inclus dans un document de planification de la gestion de l'eau. Puis, les informations sur les enjeux des eaux souterraines pourraient être incluses aussi dans le schéma de la MRC, puis dans le plan d'aménagement, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Québec. Pour notre dernier thème des recommandations, on est allé sur le principe d'éducation pour tous. Plus spécifiquement, on propose une sensibilisation, surtout concernant les fosses septiques et de l'aide à la mise en conformité de celles-ci. Il est aussi important de presser sur la réalisation d'analyses de tests de qualité. Comme on a pu voir auparavant, il y avait très peu de tests qui étaient réalisés. De plus, on propose une instauration d'une taxe symbolique. Dans le fond, elle serait d'un petit montant et permettrait en fait d'inciter les gens à se renseigner sur les eaux souterraines. Puis le petit montant accumulé permettrait en fait de financer des activités de sensibilisation, là, comme des petits kiosques. Notre dernière recommandation, ce serait les activités de formation pour les agriculteurs offertes via des organisations agricoles, par exemple comme l'Union des producteurs agricoles. Ça favoriserait le réseautage et les communautés de pratique dans le domaine agricole. Puis, il serait intéressant aussi que cet organisme en charge offre de l'accompagnement pour les agriculteurs pour avoir de l'aide aux subventions. Donc, ce qu'on peut dire de notre recherche, c'est quand on sait qu'il y a une population, tous les citoyens en fait de l'île d'Orléans reposent sur l'eau souterraine pour s'approvisionner en eau, il est important d'en assurer sa pérennité, sa qualité et sa quantité. Les recherches montrent qu'il y a des antécédents de contamination et qu'il y a des préoccupations actuelles concernant celles-ci, puis qu'une meilleure gestion là, qui intégrerait les principes de durabilité permettrait en fait d'en assurer sa meilleure pérennité.
Donc, si on y va avec le sentiment de notre table de concertation, l'atelier de concertation, désolé, à la fin, c'est qu'il y avait vraiment un bon moment, en fait, pour agir. Notre recherche s'intégrait exactement au moment précis, qu'il y avait un momentum. Donc, comme dirait Félix Leclerc dans sa chanson parlant de l'île d'Orléans, le tour de l'île, ça signifie l'heure est venue, c'est accompli. Donc, merci beaucoup de votre écoute. On serait prêt pour les questions et j'inviterai mes collègues à venir nous rejoindre. Merci pour votre présentation. Je pense que vous avez réussi à super bien vulgariser là, des concepts qui sont peut-être pas évidents à expliquer en partant. Donc, bravo. Je vais passer la parole à la salle ou au Zoom s'il y a des questions. Oui, Alain? En dépit des concertation, ça, est-ce que vous avez assez de données pour savoir si ça vaut la peine? Pas ça vaut la peine, mais si ça va être suffisant, notamment en ce qui concerne la quantité. Est-ce que ça peut se tarir à un moment donné, peu importe les efforts? Donc, Alain demande si les efforts qu'on propose, qui sont proposés par l'équipe, vont pouvoir vraiment amener des solutions au problème si les données nous permettent de croire que ça va faire une différence, entre autres, ou en particulier sur la quantité. Bonjour. Précisément pour la quantité d'eau, comme on le mentionnait dans la présentation, il y a quand même une recherche importante sur l'île d'Orléans. On a évalué que c'était à peu près 3 dans le fond, on a fait le rapport entre ce qui est prélevé en eau puis la recherche disponible, puis c'est comme juste 3 qui est utilisé. Fait que ça, c'est pas vraiment un enjeu au niveau de la quantité disponible. Ce serait plus comment on est capable d'aller la chercher, cette eau-là, donc comment l'exploiter. Fait que ce serait plus au niveau des technologies, voir comment on pourrait faire. Mais ça reste un petit peu hypothétique. Là. On n'a rien de tangible nécessairement pour venir dire que c'est ça le problème. Mais au niveau de la qualité, je pense que les actions qu'on propose, ça pourrait effectivement faire une bonne différence. Oui. Oui. Je ne connais pas beaucoup ces territoires-là, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des égouts là-bas? J'imagine que non. Puis est-ce que ça pourrait être une solution ou c'est pas vraiment envisageable? Donc, on demande s'il y a des égouts, puis si ça pourrait être une solution s'il n'y en a pas. Bon, on alimentera la discussion. Ben oui, en fait, depuis cette année, même l'été passé, donc 2021, la dernière municipalité a eu un réseau d'égouts, mais donc c'est vraiment dans les cœurs de village. Donc, dans les 20 dernières années, il y a les 6 municipalités qui sont dotées de réseaux d'égouts, mais pas d'aqueduc. Donc, c'est vraiment juste pour le sanitaire. Ça a réglé certaines problématiques en cœur de village. Les gens, justement, ayant plus de fosses septiques, ont plus une fosse septique qui coule directement dans le puits du voisin. Donc, mais dans les régions plus éloignées, décentralité, moins dense, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est pas évident de construire des égouts sur toute une île. Donc, je pense que ça répond. Oui. Oui, on a une question de René Lefebvre qui vous dit d'ailleurs, il vous félicite pour votre très bon travail. La question, quel pourrait être le rôle plus spécifique du SAD de la MRC par rapport à la gestion et la protection de l'eau souterraine? Donc, la question en ligne, c'est René Lefebvre qui nous demande comment le SAD pourrait contribuer. Ce serait quoi son rôle, en fait, là, dans ces enjeux-là? Bien, c'est sûr que le SAD, en fait, va découler nécessairement sur les PU, donc les plans d'urbanisme des municipalités. Donc, les actions qui vont être intégrées au SAD, bien, évidemment, les municipalités vont devoir les appliquer sur le terrain. Donc, on essaie vraiment par un après l'autre, finalement, qu'il y a une action sur le terrain. J'ajouterais aussi qu'on proposait, dans le cadre du SAD aussi, d'intégrer un suivi là, vraiment des bassins d'irrigation qui sont présents sur le territoire parce qu'il y en a beaucoup qui ont été creusés dans les dernières années, mais il n'y a comme pas nécessairement un suivi exact de ce qui a été fait. Puis aussi, si je ne me trompe pas, la conformité aussi des installations septiques aussi, on proposait d'intégrer ça. Puis la qualité de l'eau des puits qui, en ce moment, est de responsabilité
individuel. En fait, c'est ça en général au Québec, mais on n'a pas de suivi de ce qui se passe, puis on sait qu'il y a comme certaines problématiques, fait qu'on aimerait ça avoir un meilleur portrait de la situation. Oui? Est-ce qu'il y a certaines cultures qui utilisent comme plus d'eau que d'autres ou qui contaminent plus d'eau qui pourraient être, disons, interdites sur l'île d'Orléans? On demande s'il y a certains types de cultures qui peuvent avoir plus d'effets sur l'eau, là, quantité, qualité, puis est-ce qu'on pourrait les interdire sur l'île d'Orléans? J'en ai une en tête, là, en fait. Là, dans le fond, la culture de la pomme de terre requiert vraiment beaucoup d'eau. Par contre, à l'île d'Orléans, il y en a quand même vraiment beaucoup qui sont faites. Là. Fait que, c'est demander à des agriculteurs d'arrêter totalement de faire un type de culture, c'est quand même assez drastique, là, puis coercitif. Là. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Non? On avait la même idée, dans le fond, avec les masses, c'est pas évident. J'ajouterais peut-être un point aussi. C'est sûr que l'élevage aussi, bon, avec l'épandage aussi, ça peut avoir des impacts aussi sur la qualité de l'eau. Mais juste, c'est ça, souligner qu'à l'île d'Orléans, ben, il y a de moins en moins, dans le fond, d'élevage là, qui se fait. Là, c'est beaucoup plus de la culture maraîchère. Fait que là, après ça, quel type de culture exactement, je ne suis pas assez pro, là, mais je voulais ajouter ce point-là. Merci, oui, Jimmy? Très belle présentation, super intéressant et c'est très bien vulgarisé. J'avais une question au niveau des plans de planification que vous proposez. Vous parlez peut-être que l'île d'Orléans réalise un plan directeur de l'eau. Est-ce que le travail colossal que ça peut apporter, même pour un OBV, de réaliser un plan directeur de l'eau est envisageable pour une MRC de réaliser? Est-ce qu'ils ont le personnel pour le faire? Est-ce qu'ils ont le temps dans les échéanciers pour produire un plan qui doit être renouvelé assez souvent? Donc, je me pose la question, est-ce que c'est quoi qui serait envisageable ou il ne devrait pas avoir un autre type de planification qui devrait? Donc, on demande, comme il n'y a pas d'OBV à l'île d'Orléans, il n'y a pas de plan directeur de l'eau, c'est ce que je comprends, là, qui est dans la question. Est-ce que ça serait envisageable de penser que la MRC pourrait prendre ce rôle-là de faire un plan directeur de l'eau avec tout ce que ça implique, là, puis les mises à jour nécessaires aussi? Je pense que la solution la plus efficace dans ce cas-ci serait vraiment d'intégrer l'île à un OBV adjacent, donc ils ont déjà l'expertise. Puis ce serait également là, à partir du MLCC ou quoi que ce soit de donner un financement supplémentaire à cet OBV-là pour qu'elle puisse accomplir évidemment ses tâches supplémentaires de façon quand même adéquate. Donc, Est-ce que vous pensez que la matière des ressources? la MRC en soi, je ne pense pas. Si elle n'a pas le financement nécessaire, puis c'est aussi d'acquérir aussi l'expertise. D'assurer comme une permanence au sein de la MRC, mais qu'une personne fasse ça à elle-même, je ne pense pas que c'est réalisable. Donc, ça va vraiment être d'intégrer là, des acteurs. Mais actuellement, non, c'est la MRC n'a pas les ressources qu'on fait tout de suite. C'est pour ça qu'on, dans nos recommandations, on demande d'aller chercher les ressources nécessaires au MLCC ou de se joindre à un OBV pour à la fin savoir par Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il n'y en a pas pour l'instant. Moi, j'en aurais une, par contre. Je m'intéressais. Donc, vous avez vu que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne savais pas que c'est pas SAD, c'est pas SAD, c'est SAD. Moi, je trouvais ça trop triste. Ma question, c'est plutôt sur votre méthodologie pour les entretiens. Est-ce que la COVID a été un problème? Comment vous avez recruté les gens pour parler? Parce que c'est un sujet quand même qui touchait beaucoup de gens. Donc, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé. Donc, tu demandes plus de précision sur les entretiens, comment on a recruté, puis comment la COVID a eu des effets sur cette activité-là. En fait, les entretiens sont faits vraiment exclusivement par Zoom. Je pense qu'il y avait une fois qu'il y avait l'idée de faire ça en personne, mais ça a été rayé de la carte, là, disons. Puis sinon, c'est le reste de la question. Le recrutement, en fait, on avait une question au sondage déjà à savoir si les gens étaient intéressés. Fait que parmi ceux qui avaient répondu oui, ben, on a regardé leur profil, à savoir est-ce qu'on veut plus un agriculteur, est-ce qu'on a déjà trop de citoyens comme qui sont juste là de façon comme permanente ou comme comment on dit ça? Résident temporaire. Ouais, voilà, merci. Puis voilà, on pigeait un peu là-dedans. Sinon, les acteurs organisationnels, on voyait c'est qui avait de l'intérêt, qui était impliqué de près ou de loin, là, c'est ça, un peu dans la gestion de l'eau à l'île. Fait que MLCC, on est allé vers la MAPAC aussi. On avait
Avec qui? Mon Dieu, ça fait longtemps. On en a eu beaucoup. Bon. Mhm. Ouais. C'est une vingtaine, en fait, là, d'entretiens, à peu près là, 18, 20. Oui, en tout cas, près de 20 d'entretiens semi-dirigés qu'on a fait. Puis on a été chanceux, en fait, on a eu quand même beaucoup de personnes qui ont accepté d'être enregistrées là, pour qu'on puisse revenir puis faire de l'analyse plus tard. Là. Fait que ça a été super apprécié. Merci encore pour la présentation puis les réponses aux questions. C'est très intéressant.